Pendant qu'on célébrait enfin le retour d'Haïti sur la plus grande scène du football mondial, un homme, là-bas en Europe, a trouvé le moyen de gâcher la fête à des dizaines de millions de gens. Alexander Ceferin, le président de l'UEFA, a osé dire que l'élargissement de la Coupe du Monde à 48 équipes allait produire des matchs sans intérêt. Oui, vous avez bien entendu. Pendant que des nations comme Haïti, Curaçao, le Cap-Vert ou l'Ouzbékistan vivent l'un des plus grands moments de leur histoire sportive, il y a des dirigeants confortablement installés dans leur bureau à Nyon qui considèrent que la présence de ces pays sur la scène mondiale n'est rien d'autre qu'un remplissage, un sacrifice nécessaire pour faire de la place aux grandes nations européennes et sud-américaines. Dans cette vidéo, on va parler de cette polémique qui a explosé ce dimanche, de la réponse cinglante de 13 fédérations, dont celle d'Haïti, et surtout, on va faire le lien avec quelque chose qui touche directement notre sélection, l'arbitrage. Parce que si un homme aussi puissant que le président de l'UEFA peut publiquement minimiser la valeur de nos matchs, on a parfaitement le droit de se poser des questions sur la qualité des arbitres qu'on nous envoie pour officier ces rencontres. Et croyez-moi, après ce qui s'est passé contre l'Écosse, la question est plus que légitime. Reprenons les faits. Selon plusieurs médias, dont France 24 et l'AFP, Alexander Ceferin aurait déclaré, lors d'un entretien accordé à une télévision slovène, que beaucoup de matchs de ce mondial à 48 équipes seraient dénués d'intérêt. Une déclaration qui, on peut le dire, tombe à un moment particulièrement sensible. On est en plein tournoi, co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, avec 104 matchs au programme jusqu'au 19 juillet, et le patron du football européen choisit ce moment précis pour cracher sur le format. La réaction n'a pas traîné. Dimanche, 13 fédérations ont publié un communiqué commun extrêmement ferme. On y retrouve le Sénégal, le Cap-Vert, le Congo, Haïti, Curaçao, l'Ouzbékistan, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Ghana, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. 13 pays, sur 4 continents différents, unis pour dire la même chose. Non, monsieur Ceferin, vous avez tort. Le communiqué est sans détour. Les fédérations écrivent qu'elles rejettent respectueusement mais fermement ces propos et qu'aucun match de Coupe du Monde n'est sans importance pour leur pays. Elles rappellent que chaque qualification est le fruit de longues années d'efforts, d'investissements et de sacrifices. Et c'est là que ça devient personnel pour nous, Haïtiens. Parce que quand on parle de sacrifices, de longues années d'attente, de rêves générationnels, on parle exactement de notre histoire. 52 ans. 52 ans qu'on attendait de revoir notre drapeau flotter à une Coupe du Monde. 52 ans de haut et de bas, de générations de joueurs qui n'ont jamais eu la chance de vivre ça, de supporter ce qui ont grandi et vieilli en espérant ce moment. Le communiqué va encore plus loin et c'est peut-être le passage le plus important. Les fédérations signataires affirment que suggérer que certains de leurs matchs seraient moins importants revient à ignorer les efforts, les sacrifices et les aspirations des joueurs, des entraîneurs, des clubs, des dirigeants et des supporters à travers le monde. Et elles enfoncent le clou en disant que le football n'appartient pas à un groupe restreint de dirigeants privilégiés, que sa force réside justement dans son universalité. C'est un message d'une clarté totale envoyé directement à l'establishment européen du football. Vous ne représentez pas le monde entier et vous n'avez pas le droit de décider depuis vos bureaux qui mérite d'exister sur cette scène et qui ne le mérite pas. Et ce qui est intéressant, c'est que le communiqué fait une distinction très précise entre différents types de nations qui composent cette coalition. Pour des pays comme le Cap-Vert, Curaçao ou l'Ouzbékistan, qui n'avaient jamais participé à une Coupe du Monde. C'est carrément l'accomplissement d'un rêve historique, quelque chose qui n'était jamais arrivé dans toute l'histoire de ces nations. Et pour des pays comme le Congo et Haïti, qui reviennent sur la scène mondiale après une très longue absence, c'est une fête immense que des millions de fans attendaient depuis des années. On ne pouvait pas mieux résumer ce que ressentent les Haïtiens en ce moment. Ce n'est pas juste un tournoi de plus, c'est un moment historique, un moment d'unité nationale, un moment qui dépasse largement le cadre sportif. Maintenant, posons-nous la question vraiment au cœur de cette vidéo. Si un homme du calibre de Ceferin, président de l'une des confédérations les plus puissantes du monde, peut publiquement déclarer que des matchs impliquant des nations comme Haïti sont sans intérêt, qu'est-ce que ça nous dit sur la considération réelle que ces instances ont pour nos équipes?
Parce qu'il y a une différence énorme entre ce qu'on dit officiellement dans les communiqués de presse, où on parle toujours d'inclusion, de diversité, d'universalité, et ce que pensent réellement certains dirigeants en privé, ou quand ils sont mis devant une caméra slovène loin des projecteurs habituels. Et quand on voit ce genre de mentalité s'exprimer au plus haut niveau, on est en droit de se demander si cette mentalité ne se reflète pas, d'une manière ou d'une autre, dans les décisions opérationnelles que prend la FIFA, notamment dans le choix des arbitres envoyés pour officier les matchs de ces petites nations. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour notre premier match du mondial. Haïti affrontait l'Écosse et malgré la défaite 1-0, les Grenadiers ont quitté le terrain avec les honneurs. Statistiquement, l'équipe haïtienne a dominé cette rencontre, 14 tirs contre 9 pour l'Écosse et 54% de possession de balles. Sur le papier et même sur le terrain, Haïti n'a clairement pas été ridicule face à une nation européenne expérimentée. Mais le scénario du match a été complètement plombé par une décision arbitrale qui continue de faire parler plusieurs jours après le coup de sifflet final. À un moment clé de la rencontre, les joueurs haïtiens ont trouvé 2 pénaltys. L'arbitre de la rencontre, l'Algérien Mustapha Gorbal, a laissé jouer. Jusque-là, on pourrait dire que c'est une décision d'arbitrage comme il y en a tant, sujette à interprétation. Sauf que ce qui a vraiment choqué, c'est que la VAR, l'assistance vidéo censée justement corriger ce genre d'erreur potentielle, n'est même pas intervenue pour réexaminer l'action. Dans un tournoi où on nous répète sans cesse que la technologie est là pour garantir l'équité, pour éviter les injustices flagrantes, voilà qu'au moment où une nation comme Haïti, qui dispute son premier match de Coupe du Monde depuis 52 ans, est potentiellement victime d'une erreur arbitrale majeure, le système censé corriger ces erreurs reste muet. Cette séquence a immédiatement enflammé les réseaux sociaux et les plateaux de commentateurs. Plusieurs analystes ont qualifié cette décision comme l'une des plus controversées depuis le début du tournoi, et la réaction des supporters haïtiens a été à la hauteur de la déception ressentie. Une pétition a été lancée par le poète et comédien haïtien James Fleurissin, adressée directement à la FIFA, à sa commission des arbitres et à tous les organismes censés veiller à l'intégrité du football mondial. En seulement 24 heures, cette pétition a dépassé les 121 000 signatures. 121 000 personnes qui demandent des explications, 121 000 personnes qui estiment que ce qui s'est passé sur ce terrain n'était pas normal. Dans le texte de cette pétition, on retrouve une phrase qui résonne particulièrement avec le débat qu'on est en train d'avoir aujourd'hui. Le football doit rester un espace d'équité où chaque nation dispose des mêmes chances sur le terrain. Les signataires demandent l'ouverture d'un examen approfondi des décisions arbitrales qui ont marqué cette rencontre et ils estiment que si des erreurs graves sont confirmées, l'arbitre doit être sanctionné. Pour l'instant, la FIFA n'a fait aucune déclaration officielle sur cette affaire. Silence total. Le même genre de silence, d'ailleurs, qu'on retrouve souvent quand il s'agit de petites nations qui contestent des décisions impliquant de grandes confédérations. Et c'est là que les 2 sujets de cette vidéo se rejoignent parfaitement. D'un côté, on a un dirigeant européen de très haut niveau qui dit en gros que nos matchs n'ont pas vraiment d'importance. De l'autre, on a un arbitrage qui, dès le premier match d'Haïti dans ce mondial historique, a laissé planer un énorme doute sur une décision majeure, sans même que la VAR intervienne. Est-ce qu'on peut vraiment dire que ces 2 choses sont totalement déconnectées l'une de l'autre? Je ne suis pas en train de dire qu'il existe une conspiration organisée contre Haïti. Ce serait malhonnête de l'affirmer sans preuve. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe visiblement une hiérarchie implicite dans la tête de certains dirigeants du football mondial. Une hiérarchie où certaines nations comptent plus que d'autres, où certains matchs méritent plus d'attention, plus de rigueur, plus de moyens que d'autres. Et quand cette mentalité existe au sommet de la pyramide, chez des gens comme le président de l'UEFA, est-ce qu'elle ne finit pas, consciemment ou inconsciemment, par influencer la manière dont sont traités les détails techniques des compétitions, la désignation des arbitres, l'attention portée à la VAR, la rigueur dans l'application des règles? On peut se poser la question légitimement. Si pour certains dirigeants, un match impliquant Haïti contre l'Écosse est, dans leur tête, un match de seconde zone par rapport à un match entre 2 grandes nations européennes, est-ce que cela ne se traduit pas, d'une façon ou d'une autre, par un niveau d'exigence différent dans l'arbitrage? Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte plus large.
Au mois d'avril, la FIFA a publié sa liste d'arbitres retenus pour ce mondial. Pierluigi Collina, responsable de l'arbitrage et président de la commission des arbitres de la FIFA, avait alors déclaré que les arbitres retenus étaient les meilleurs au monde, choisis parmi un grand nombre de candidats présélectionnés et suivis pendant 3 années. 19 arbitres africains figuraient sur cette liste, dont 7 arbitres centraux, parmi lesquels Mustapha Gorbal, l'arbitre algérien qui a officié notre match contre l'Écosse. Sur le papier donc, cet arbitre fait partie de l'élite mondiale, sélectionné après un long processus de suivi et d'évaluation. Mais alors, comment expliquer une erreur aussi visible sur une action aussi décisive sans même une intervention de la VAR? Soit le processus de sélection n'est pas aussi rigoureux qu'on nous le présente, soit il y a un problème dans la manière dont la VAR est utilisée pour certains matchs, soit, et c'est peut-être le plus dérangeant, certaines rencontres ne bénéficient simplement pas du même niveau d'attention et de rigueur que d'autres. Et c'est exactement le genre de question que soulève indirectement le scandale Tchefferin. Parce que si vous pensez au fond de vous que le match entre Haïti et l'Écosse n'est pas un match intéressant, est-ce que vous allez mettre la même énergie, la même vigilance, le même soin à vous assurer que tout se déroule dans des conditions parfaites d'équité? La question se pose. Et elle se pose d'autant plus fort que cette polémique sur l'arbitrage du match contre l'Écosse n'est pas un cas isolé dans l'histoire récente du football. Combien de fois a-t-on vu des petites nations, des nations qui reviennent de loin, des nations qui n'ont pas le poids politique et économique des grandes puissances du football, se retrouver du mauvais côté de décisions arbitrales litigieuses sans que personne ne s'en émeuve vraiment au sommet? Ce qui est positif dans tout ça, c'est la solidarité qui s'est exprimée. 13 fédérations venues d'Afrique, des Caraïbes et d'Asie centrale ont uni leurs voix pour dire stop. Elles ont rappelé que participer à une Coupe du Monde, ce n'est pas un cadeau qu'on fait à ces pays, mais un droit qu'ils ont gagné par une compétition loyale et intense sur le terrain. Aucune équipe n'a reçu sa place gratuitement. Haïti s'est qualifié à la sueur de son front avec un parcours de qualification historique qui a culminé le 18 novembre 2025 face au Nicaragua, un moment que tout le pays a vécu collectivement, dans les rues, devant les écrans, dans la diaspora, à travers le monde entier. Ce n'est pas un détail, c'est l'aboutissement d'un travail de reconstruction du football haïtien mené notamment grâce aux réformes entreprises au sein de la fédération. Donc quand quelqu'un comme Tchefferin balance, presque avec désinvolture, que ces matchs n'ont pas d'intérêt, il insulte directement ce travail, cette histoire, ce sacrifice, et quand, dès le premier match de cette aventure tant attendue, notre équipe est confrontée à une décision arbitrale aussi contestée, sans réaction de la VAR, sans explication de la FIFA, on a parfaitement le droit de relier les points. On a le droit de dire, peut-être que le problème ne se limite pas à un arbitre qui a mal vu une action en temps réel. Peut-être que le problème c'est plus large. Peut-être que c'est une question de considération, de priorité, de standards qui ne sont pas appliqués de la même manière selon qui joue sur le terrain. Pour la suite de la compétition, on espère évidemment que la FIFA va prendre ses responsabilités. La pétition qui a dépassé les 121 000 signatures en 24 heures montre que ce sujet ne va pas disparaître tout seul. Les médias internationaux s'en sont également emparés, remettant en question certaines décisions arbitrales qui ont marqué la rencontre face à l'Écosse. La pression est là et elle est légitime. Haïti mérite, comme toutes les nations qualifiées, un arbitrage de qualité rigoureux et surtout équitable. Pas un arbitrage au rabais parce que, dans la tête de certains, notre présence ici ne serait qu'un détail sans importance dans le grand spectacle du football mondial. On va continuer à suivre cette polémique de très près, ainsi que tout ce qui touche à notre mondial, match après match. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire pour donner votre avis sur cette histoire et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'aventure historique des Grenadiers à ce mondial 2026. On se retrouve très vite pour la prochaine analyse.